Bonsoir à tous, très content de vous savoir aujourd'hui à cette conférence. Une conférence qui sera intitulée, enfin en tout cas, on a trois sujets qu'on va essayer de traiter ce soir, si vous le permettez, avec trois invités. Alors, les sujets de cette conférence, tout d'abord, nous allons évidemment dire et parler du 1er novembre, qui sera demain. Nos invités ici présents, donc Monsieur Mourad Dina, qui est représentant du mouvement Rachad, et Monsieur Youssef Amar Khoja, qui est militant engagé du Hirak algérien. Et on a en live, via Zoom, en direct d'Autriche, Monsieur Ménade, qui va intervenir également. Alors, trois sujets. 1er novembre, perspective pour le Hirak, les acquis, les obstacles et l'avenir du Hirak, et les défis géostratégiques et sécuritaires de l'Algérie. Donc, je commencerai par le 1er novembre, si vous permettez. Euh, et je poserai cette question à Youssef, à Mahoudja. Youssef, bonsoir. Toujours content de te retrouver sur un plateau. Le 1er novembre, c'est demain. Il faut, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut sortir? Il faut représenter, il faut en tout cas valider cette date définitivement. Il faut que tout le monde intervienne, il faut que tout le monde sorte demain. Je me rappelle que les meilleurs moments du 1er novembre que j'ai vécu ces dernières années, c'était au cours du Hirak. Et ce qui était formidable aussi, c'est que on a pu rassembler des milliers et des milliers d'Algériennes et d'Algériens. À un moment, il y avait plus de 50 000 manifestants à Paris même qui venaient pour rappeler cette date fondatrice de la République algérienne. Donc, en effet, ça a été oublié pendant quelques années. Vous vous rappelez, avant le Hirak, malheureusement, la date du 1er novembre a été délaissée. Et donc, le Hirak a redonné pas seulement de la mémoire aux Algériennes et aux Algériens, mais aussi cette dignité d'une grande révolution qui a fait partir un colonialisme de 132 ans. Donc, c'est une date extrêmement chère à tous les Algériens de tous les bords. Et j'espère que ça deviendra de plus en plus important pour les années prochaines. C'est vrai que depuis 2019, on a vu la prise de conscience de cette date historique, hein. Ça, Notamment pour les jeunes générations. tout Parce à que fait. quand je parle par exemple des Algériens, des immigrés algériens en France, le Hirak nous a aidé à rendre la parole entre les Algériens. C'est-à-dire il nous a redonné de la confiance pour que les Algériens parlent aux Algériens. Et le 1er novembre était la date fondatrice de la nation algérienne, la République algérienne, la date fondatrice des rêves de nos ancêtres qui ont payé de leur vie cette indépendance, cette liberté. Mais paradoxalement, ce qui nous fait un peu de la peine, c'est que nous ne sommes pas encore arrivés à concrétiser la totalité du rêve des shuhada et des mujahideen. Nous avons tous, et toutes ici, des ancêtres dans nos familles qui avaient rêvé de l'Algérie, qui avaient rêvé d'une Algérie démocratique, où la citoyenneté est accompagnée de liberté. Mais bon, actuellement, on voit la situation du pays. Le Hirak a rappelé aussi les principes fondamentaux du 1er novembre et de la Soumam, donc pour une Algérie démocratique, populaire, réellement démocratique et populaire, mais pas une Algérie qui est accaparée par une junte militaire. Alors, ça, on va y venir. C'est le sujet, en tout cas, c'est les deux principaux sujets. On va aborder cette partie, si tu permets. Alors, Monsieur Dina, bonsoir. Très content de vous recevoir également, hein. Très content de vous revoir à mon micro. 1er novembre, ce que dit Youssef, c'est tout à fait juste. On a vu qu'il y a eu une prise de conscience, en tout cas par la jeunesse, avec la production d'événements, de courts-métrages notamment, qui ont remis cette date en avant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je pense que le 1er novembre a été pendant des décennies
nous, les Algériens, surtout ceux qui n'avons pas vécu cette grande épopée, comme étant la chose de la nomenclatura au pouvoir qui en usait et en abusait pour essayer d'asseoir sa légitimité au pouvoir. C'était le seul enjeu du 1er novembre dans les décennies qui sont passées. Euh, le Hirak a changé fondamentalement la donne en ce sens que les Algériens qui sont sortis par millions ont réellement senti qu'ils avaient un lien fort et indestructible avec la génération de novembre 54 qui a libéré l'Algérie. Ce n'était plus le 1er novembre folklorique qu'essayait de perpétuer un régime selon toutes ces moutures depuis l'indépendance, mais vraiment un acquis pour le peuple algérien. Et c'est d'ailleurs pendant ces périodes, comme l'a rappelé Youssef, on a vu, pour ne parler rien de ce qui se passait à l'étranger, dans la capitale française elle-même, qui est la capitale du colonisateur, les noms des héros de novembre étaient scandés par des dizaines de milliers de personnes, alors que ces mêmes personnes étaient pour la France elle-même que de vulgaires terroristes. Améroche, Ali Lapointe, et on entendait ces noms qui étaient dont les noms étaient répétés par des gens avec plein d'enthousiasme. Je pense que oui, le 1er novembre est une étape fondamentale pour notre histoire. Et le Hirak a fait en sorte qu'elle ne soit plus un enjeu politicien, mais que le peuple algérien dans son ensemble la revendique et la revendique d'une manière forte pour justement continuer l'œuvre de novembre 54. Parce que les gens, lors de Hirak, ont clairement dit que pour eux, malheureusement, tous les acquis n'ont pas été atteints. Enfin, tous les buts de novembre n'ont pas encore été atteints et que par fidélité à l'esprit de novembre, il appartenait aux générations actuelles de finir le travail de novembre. Merci, Monsieur Dina. Monsieur Ménard, bonsoir. Alors, en Autriche, comment ça se passe le 1er novembre? Ben voilà, je suis en face de vous et c'est une occasion pour moi de fêter le 1er novembre avec vous tous parce que, bon, c'est vrai que pendant le Hirak, on avait réussi à mettre sur pied un petit collectif pour notamment fêter le 1er novembre. Malheureusement, à mon grand regret, hein, ce collectif a été dispersé pour des raisons que vous devinez tous. Moi, j'ajouterai pas grand-chose à ce qu'on dit. Youssef et Morad. Par contre, je dirais une chose, que moi, j'étais un enfant de la guerre. Donc, j'ai vécu toutes les péripéties, en quelque sorte, en tant qu'enfant, de ce qu'a été la lutte pour libérer le pays. Moi, je viens d'un village de Haute-Kabylie, un hameau, en fait. À l'époque, il y avait à peu près 700 habitants. Et nous avons dans ce village une stèle en hommage aux martyrs de la Révolution, de 47 Moudjahid. Vous vous rendez compte de 47 Chouhada. Un tout petit village et tous les villages d'Algérie ont connu je dirais, cette tragédie. Moi, je me souviens surtout des peurs de la maman que Dieu ait son âme, et qui avait ses trois enfants, ses trois grands-enfants. Un était dans la Fédération de France et deux autres étaient à la zone autonome d'Alger, loin d'elle. Et chaque jour, il y avait des nouvelles et elle était, la pauvre, tellement apeurée, tellement inquiète pour ses enfants qu'elle a développé une maladie cardiaque qui l'a emportée juste après l'indépendance. C'est dire que les sacrifices qui ont été consentis par surtout nos mères. J'ai beaucoup de nostalgie là-dessus parce que je me souviens, ma grand-mère aussi, paix à son âme, avait aussi cette peur pour ses enfants, ses petits-enfants, et qu'ils ne reviennent pas un jour. Et certains d'entre eux, notamment deux de ses fils, ne sont jamais revenus. On n'a jamais retrouvé leur corps.
et c'est une marque indélébile en ce qui concerne la souffrance du peuple algérien. Et donc, voir, comme le disait Morad, je crois, cette commémoration, parce que ce n'est pas une fête, une commémoration, être dévoyé autant d'un point de vue politique, être saccagé mémoriellement, je dirais, par des gens qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont même pas été impliqués dans cette épopée, justement, du 1er novembre. Voilà, moi, c'est ce que ça me rappelle et c'est des souvenirs toujours douloureux. Les villages encerclés, les sas, on nous a ballottés d'un endroit à un autre. Puis après, il y a eu l'exil sur Alger. C'est comme ça que je suis devenu algérois sur le tard. Et c'est ça le 1er novembre pour moi. Merci beaucoup, Ménat, pour ton intervention. Alors, le Hirak, tout est lié un petit peu au Hirak aujourd'hui, hein. On est constamment en train de faire le lien sur chaque événement qu'on peut produire et tout ce qui vient après, toute l'histoire qui vient après, on a une référence aussi avec le Hirak. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai aussi envie de revenir sur ce sujet et d'essayer d'un petit peu décortiquer avec vous et de comprendre ce qui a été, enfin, ce qui est venu après ce Hirak. Donc, ma question s'adresse à toi encore, Ménade, si j'ai pas envie que tu monopolises la parole, évidemment, mais elle est essentielle parce que je voudrais comprendre ton point de vue. Toi, tu as vécu le Hirak, tu es venu plusieurs fois à Paris, tu as participé, tu étais partie prenante sur différentes actions. Donc, quelles sont, à ton avis, les principales victoires du Hirak? Alors, je parle ici d'un point de vue mentalité politique, politique intérieure, s'il y en a eu. Quelles sont ces réelles victoires qui émanent de Là, là, là. Il y en a plusieurs. Les victoires, elles étaient nombreuses. D'abord, ce cri du peuple qui n'en pouvait plus et qui, d'une façon spontanée, on a beau dire que quelque part ça a été provoqué, alimenté. Enfin, moi, je ne m'attarde pas sur ces détails. Je sais que le peuple algérien est sorti et en masse parce que je suis allé aussi à Alger pour vivre aussi le Hirak à Alger. Et même à Paris, c'était phénoménal, quelque chose qui faisait vraiment chaud au cœur. Donc le Hirak est une étape fondamentale dans la lutte pour la liberté de notre pays. Donc c'est quelque chose qui est inscrit en lettres d'or dans notre longue histoire en matière de lutte pour ce pays qui a, comment dirais-je, consenti énormément de sacrifices. Quand on fait le bilan à ce jour de tout ce qui a été vécu comme souffrance, c'est quelque chose qui, moi, je vous le dis franchement, me rend tellement fier de ce peuple. Et parler du Hirak, il est en dormance. C'est tout, mais il est là et je crois qu'il vibre en nous tous, que ce soit en Algérie, que ce soit à l'étranger. On a tous des amis, des parents, des connaissances en Algérie et croyez-moi, le Hirak vit en eux et quelque part, il reviendra en force. Merci, Milad. Mourad, est-ce qu'il y a eu des impacts sur les nouvelles générations? Ça, ce sera la deuxième question. Mais surtout, est-ce que, à ton avis, les acquis du Hirak aujourd'hui représentent une base suffisante pour construire un avenir politique? D'abord, il faut dire que le Hirak a un grand mérite, c'est qu'il a déconstruit la propagande du régime qui veut qu'on a un peuple euh, qui n'est pas conscientisé politiquement, on a un peuple qui a une tendance à user, à abuser de la violence, on a un peuple qui ne pense qu'à ses intérêts les plus égoïstes, qu'on n'a pas une conscience nationale, que le seul lien pour ce peuple, selon la narration de ce pouvoir, c'était en fait l'existence même de ce pouvoir. Et ce pouvoir était le seul détenteur de la vérité, c'était le détenteur de l'esprit de novembre, c'était le détenteur à travers l'ANP qui était l'héritière, comme on dit dans la narration du pouvoir, de l'ALN. Donc,
c'était ce pouvoir qui était tout, et en fait, le peuple était une tare, c'était un poids pour ce pouvoir. C'était ça. Et je pense qu'il faut bien se rappeler que ce concept a été exprimé d'une manière tellement forte et humiliante par Bouteflika quand il disait, en termes à peine voilés, que ce peuple ne le mérite pas comme président. Et je ne pense pas qu'il y a de pire insulte pour un peuple qu'une telle affirmation. Le Hirak a déconstruit tout ceci. Le Hirak a montré que les Algériens étaient des gens civilisés. Je ne pense pas connaître dans l'histoire je peux remonter à peut-être un siècle ou même plus, où un pays a connu des manifestations de cette ampleur avec cet esprit civique, c'est-à-dire nettoyer les rues, vraiment l'ouverture des gens les uns envers les autres, la sécurité que ressentaient les gens, la fierté qu'ils avaient d'appartenir à ce peuple. Il n'y a pas d'exemple récent dans l'histoire de l'humanité. Dans tous les changements que l'on a vus, y compris ceux qu'on cite en exemple, les changements non violents en Europe, dans l'Europe de l'Est notamment, il y a eu de la casse, il y a eu des morts, il y a eu des dégâts. Chez nous, pratiquement zéro. Pratiquement zéro, à part 2 ou 3 frères, Rabbi yarhamhum, dont on sait les circonstances, le frère Ben Fadda et d'autres. Mais c'était vraiment, à la limite, on peut dire, des accidents. Bon, pour ne pas... Sinon, donc ça, c'était le premier acquis. Le deuxième, c'est que les Algériens ont réappris, encore une fois, l'esprit de solidarité de novembre, de respect et de solidarité entre eux. Les Algériens, on les a vus durant le Hirak, ont appris à se respecter, à se regarder en tant que citoyens, et ce n'était pas le concept que véhiculait aussi le pouvoir, ce n'était pas Rachi. Hein, donc la plèbe ou bien les va-nu-pieds qui essayaient de nous montrer le pouvoir à chaque fois qu'ils parlaient du peuple. Et aussi, n'oublions pas les termes véhiculés par le pouvoir, et tant qu'on va parler d'esprit militariste, que chez les militaires, par exemple, on dit que civil, ce ne sont pas de vrais citoyens. Et c'est ça ce qu'on inculque à nos militaires. C'est-à-dire que toi, avec tes grades, tu peux aller et terrasser le civil parce que lui, c'est rien. En fait, c'est une bouche à nourrir, c'est une, c'est pas quelque chose qui ramène de la plus-value à ce peuple, non, c'est une tare que l'on a. Autre chose que le Hirak a émis de façon claire et nette, c'est sa lutte non violente. Alors, on a tous connu dans l'histoire et lu les histoires de beaucoup de pays, de l'Europe de l'Est, de l'Amérique latine, de l'Afrique du Sud. Aucun de ces pays ne peut se targuer d'avoir eu cette non-violence. Elle a été absolument parfaite. Donc, c'est aussi une leçon que le peuple a donnée. Alors, certains diront pourquoi il n'est pas allé plus loin. Je pense qu'il a bousculé non seulement une certaine vision du pays, que ce soit en Algérie, mais surtout pour les mettre à penser du pouvoir chez nous. Comment ça se fait que ce pays voilà, arriéré, quand même, c'est arabe au sens géopolitique, hein, pas ethnique. C'est un pays d'arriéré, etc. Les choses ne devraient pas se passer comme ça. Si les Algériens se révoltent, il doit y avoir du sang, il doit y avoir de la casse, il doit y avoir du chaos et puis sans perspective. Et le troisième point, et sur celui-là je vais finir, je pense que le Hirak a posé l'équation politique fondamentale de la gangrène de la vie. Et ça a été son slogan, Madaniya Mashi Askariya. C'est-à-dire qu'il veut un État civil et non militaire. Et c'est, je pense, ça qui a fait sortir le vrai pouvoir de son gond. Il a compris que ce peuple voulait toucher à quelque chose de fondamental et il a essayé de travestir cette demande en disant que ah non, Al-Hiras, ils sont contre l'armée nationale populaire. Non, ça n'était pas ça le message. Le message, c'est que le peuple disait, le peuple est le seul détenteur de la vraie souveraineté à travers ses représentants librement élus, et l'armée
et tous les services de sécurité, toutes les forces donc, qui détiennent les moyens coercitifs de l'État doivent être sous le contrôle de l'autorité civile. C'est ce que ça veut dire Madaniya al-Askariya. Et eux, ils n'acceptaient pas ceci parce qu'ils sont venus au pouvoir par la force des armes. C'est la seule légitimité qu'ils ont. Donc, je pense que les acquis de Hirak sont absolument fantastiques. Ils ont balisé la route, Inch'Allah, pour l'avenir de ce peuple. On a des référents, aussi bien sur le plan des idées, sur le plan de la méthode. Alors, certains diront, mais il s'est arrêté, Tebbounja. Pour moi, ce sont des petits incidents de parcours. Le parcours de Hirak ne peut pas s'arrêter parce qu'il émane de la volonté d'un peuple entier et ce n'est pas l'action d'un parti, d'un clan, d'un groupe, c'est vraiment quelque chose de profond dans le peuple algérien. Merci, Morad. Donc, le Hirak, comme disait Ménard, est toujours vivant. Absolument. Donc, je ne rajouterai rien de plus. Il est vivant, il s'est arrêté pendant le Covid pour des raisons que l'on connaît. Il s'est arrêté après avec la répression, à cause de la répression, il faut le reconnaître. Mais pour moi, ce sont des incidents de parcours. C'est que si ce pouvoir pense qu'il a maté le Hirak, on lui rappellera juste une chose, c'est que la France en 1930, quand elle célébrait le centenaire de sa présence en Algérie, elle préparait le deuxième centenaire pour 2030. Donc, s'ils sont vraiment conscients de la volonté de ce peuple, ils doivent apprendre la leçon de ce message. Merci, Monsieur Dina. Youssef, je pense que tu seras d'accord avec Morad et Ménad que ce mouvement est toujours vivant, toujours présent. Toi qui a sondé le terrain maintes et maintes fois, qui a été partie prenante pour chaque action. Alors, d'après toi, quels sont les principes du Hirak qui doivent être absolument réaffirmés pour qu'on puisse, pour qu'il y ait un éventuel retour? Je ne suis pas sûr que ton micro soit ouvert. Je peux voir? On fait un essai, si tu veux. Non, la couleur. Il n'est pas allumé. Alors, il ne faut pas appuyer dessus. Voilà. Donc, ce qui est formidable, c'est qu'avec le Hirak, nous avons retrouvé des principes même de la révolution algérienne. Quand on parle, par exemple, du slogan Dawla Madaniya, Misha Askaria, donc un État civil non militaire. On parle bien d'un État de droit, mais cela rappelle, d'ailleurs il y a même des slogans, les principes de la Sommam, par exemple, la primauté du politique sur le militaire. Et c'est, disons que on était sur le point d'aller vers une république civile et démocratique et un État de droit juste à l'indépendance avec le GPRA, par exemple. Et bon, les choses ont tourné court à cause de l'intervention, de l'accaparation du pouvoir par la force, par les militaires. Donc, ce qui est encore vivant dans le Hirak, c'est nous-mêmes, les militants et les militantes. C'est le fait que il n'y a pas une semaine, moi je vous parle de ma petite expérience, il n'y a pas une semaine où des Algériens et des Algériennes ne se mettent pas en réunion pour parler de l'avenir du pays. En ce moment, le sujet le plus chaud, notamment dans la diaspora, c'est celui de la transition démocratique. Comment arriver, donc on se pose les questions, à comment arriver à la transition démocratique d'une façon bien sûr pacifique, et comment convaincre et surtout rassurer le régime que ce que nous voulons tous en tant que Hirakiens, nous souhaiterions que notre pays redevienne vraiment le pays où toutes les Algériennes et les Algériens soient libres, se sentent libres, pratiquent leur droit à l'opinion politique, à la réunion, aussi à la liberté d'entreprendre, pour qu'il y ait quand même un avenir pour un pays continent comme l'Algérie. Donc ce pays extrêmement riche, où où des citoyens sont poussés à l'émigration forcée, et quand même malheureux de voir toute une jeunesse qui se jette à la mer pour
pour fuir l'Algérie. Est-ce que c'est cela que nous voulons pour les autres générations, nous-mêmes déjà qui sommes émigrés beaucoup de force, parce que nul n'est poussé à l'immigration par plaisir, donc on aurait souhaité rester avec nos familles, construire notre pays. Donc, ce qui est dans le Hirak, c'est que je disais avant, honnêtement, avant 2011, parce qu'il y a eu un mini Hirak en Algérie en 2011, qui a été éteint rapidement par le régime. Mais le Hirak de 2019, c'est quand même un éveil national sur justement les valeurs qu'on a rappelées, que Mourad a rappelé, que Simonad a rappelé aussi, ces valeurs fondamentales qui étaient l'assise même de l'indépendance algérienne. Donc le Hirak, même s'il n'est pas très visible, c'est vrai qu'on voit pas des manifestations monstres à Alger, malheureusement, et surtout quand on sait que je sors un petit peu du sujet, mais quand on interdit même des manifestations pro-palestiniennes à Alger, ça fait vraiment mal. Ça fait mal, c'est-à-dire que la liberté d'expression est complètement muselée et réprimée en Algérie. Et c'est pas dans l'intérêt de la nation, ce n'est même pas dans l'intérêt du régime de rester dans cet état. Donc on est obligé de réfléchir tous ensemble, même le régime, donc à une phase de transition démocratique qui prendra peut-être 2, 3 ans, 4 ans, et qui va surtout, à mon avis, ce qu'il faudra faire, c'est de dissiper cette atmosphère de peur partagée. Il faut se détromper. C'est pas que nos détenus politiques qui sont dans et leurs familles qui sont réprimés, qui vivent la peur. Même ceux du régime, même ce qu'on appelle les décideurs du régime, ont peur. Bien sûr, ils savent ce que c'est que la révolution algérienne. Ils sont même issus de cette révolution. Donc ils savent que on doit trouver une solution tous ensemble, en tant que citoyens, à égalité. C'est pas parce que tu es général que tu vas imposer comment va fonctionner tout un pays de 40 millions d'habitants. Nous devons se mettre à table pour dessiner l'avenir algérien, tous ensemble, démocratique et libre. Merci, Youssef. Alors, Ménade, tu voulais rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Mourad et Youssef. Et j'ai une question en même temps, je pense. Euh, D'après toi, comment les revendications du Hirak peuvent-elles s'adapter justement aux changements sociaux et politiques depuis 2019? Pour l'avenir, hein, je parle. Non, rebondir, pas vraiment, parce que ce qu'ont dit Youssef et Morad, je ne peux pas y ajouter grand-chose, ils ont tout dit. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce Hirak a été une sorte de réécriture de l'histoire, puisque on a fait connaître aux jeunes générations qui était à Ben Ramdan, qui était à Miroche, qui était à l'Arbi Ben Mehdi, des informations que n'avaient pas, des repères que n'avaient pas nos jeunes. Moi, je me souviens à Alger, les jeunes de mon quartier m'ont interpellé, qui me disaient Ammo, pourquoi on ne nous a pas enseigné ça à l'école? Et, et s'il n'y avait pas eu le Hirak, personne n'en parlerait. Donc ça aussi, c'était une sorte de... on a creusé dans notre histoire, notre véritable histoire. Et moi, je me souviens des slogans à Alger que je voyais dans les rues d'Alger maintenant, et même à Tizi, puisque je suis allé aussi à Tizi Ouzou et même à Béjaïa. Il y avait des slogans d'une beauté époustouflante, parce que c'était vraiment l'histoire qui était dans la rue, qui était portée notamment par des jeunes. Et on ne connaissait pas. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas l'histoire de la Révolution, par exemple, qu'ils ont été les véritables héros de la Révolution. Donc ça, c'est un acquis qui est, comment dirais-je, inscrit en lettres d'or pour l'éternité. Maintenant, les défis du futur. Le Hirak, il est certain que quelque part, il a compris, je dirais, encore je ne veux pas, disons, avec beaucoup de modestie et humblement, dire que maintenant, le Hirak semble comprendre qu'il faudra une certaine direction à donner à ce mouvement-là. Parce que, en fait,
quelque part, et c'est pour ça que moi je parle toujours des élites. Nos élites doivent maintenant s'impliquer d'une manière tout à fait, comment dirais-je, inébranlable pour qu'effectivement, pour porter ce hirak. Et les élites, aussi tous ceux qui peuvent, qui ont une voix qui compte, que ce soit à l'étranger, que ce soit à Alger, enfin en Algérie en général, puissent se lever et dire on en a marre de cette confiscation de la liberté, parce que c'est ce qui se passe en Algérie. Demain, on parle de demain, en revenant au 1er novembre, il y aura, semble-t-il, un gigantesque, ou je ne sais pas quoi, déploiement de forces armées. C'est ça l'Algérie de demain. C'est vraiment une démonstration de l'archaïsme de ce pouvoir, parce que c'est une démonstration à la soviétique, et ce sont des choses qu'on ne voit plus. Faire défiler toute notre quincaillerie, comment dirais-je, nos avions, etc. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'ai eu, je ne sais pas si je peux dire l'honneur d'avoir enseigné au niveau de l'armée les turbulences dans les basses couches pour les pilotes. Ben, ces cours étaient assurés par des Russes à l'époque. Et on se disait, parce que c'était un sujet tellement important, les turbulences dans les basses couches, pour les pilotes, notamment les pilotes de chasse, qu'on ne peut pas confier ce sujet à des étrangers, en fait. Et donc, quand on a commencé à initier un tel programme, je vous assure que ça a fait une grosse différence. Donc, cette armée-là, c'est pour dire que cette armée-là est prisonnière des équipements qui viennent de l'étranger. Je ne pense pas, peut-être à l'époque, à la base centrale logistique de Beni Mered, on essayait de bricoler quelques pièces de rechange pour des avions, voire même pour des vedettes maritimes et tout. Mais dans la réalité des faits, qu'il y ait pénurie de pièces détachées, par exemple, toute cette quincaillerie qu'on va nous exhiber demain, ben, elle ne vaudra rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le peuple va comprendre? Quel est le message? D'autant plus que les Russes sont bloqués depuis, comment dirais-je, 3 ou 4 jours, voire plus. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est une insulte supplémentaire. On nous insulte chaque jour, pratiquement, parce que nous avons affaire à un pouvoir vraiment archaïque. Donc, c'est le Hirak qui doit s'adapter justement à tous ces défis de l'avenir. Et il y en a des défis. On peut les citer les uns après les autres. Vous voyez, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, on parle de nouvelles technologies qu'en Algérie, on effleure simplement parce que, malheureusement, faut-il le dire aussi, le système éducatif est lui aussi archaïque. Il n'arrive pas à répondre à tous ces défis. Et c'est ce que le Hirak va faire, et il le fera, parce que c'est la seule façon de survivre à tous les remous du futur. Voilà. Merci, Ménad. Morad, depuis tout à l'heure, on dit que le Hirak est vivant, que le Hirak a apporté des choses. Est-ce qu'on a des pistes aujourd'hui? Selon toi, quel projet politique concret peut être inspiré du Hirak serait susceptible justement de rassembler les différents acteurs politiques, existants ou inexistants, hein, pour les nouveaux? Je pense qu'il faut, on n'est pas à l'étape où il faut penser en termes d'ingénierie politique, c'est-à-dire qu'il faudrait que tel et un tel se rassemblent autour de tel programme politique. Je pense qu'on est à une autre étape. Le Hirak est actuellement en mode pause. Il y a plusieurs raisons, dont notamment, j'ai parlé avant du Covid, il y a eu la répression du régime, il y a eu aussi la tentative, même le pouvoir actuel, il se revendique du Hirak. Donc, ceci est en soi une preuve que ce pouvoir lui-même n'a pas d'autre moyen de légitimer ce qu'il est en train de faire.
Al-Hirak al-Mubarak. Bon, soit. Mais nous, on sait que toutes les données factuelles, objectives de ce pouvoir, concernant ce pouvoir, montrent qu'il n'apporte rien de nouveau par rapport au pouvoir précédent qu'il appelle lui aussi Isaba et qui se base sur des choses qui n'ont pas changé. C'est-à-dire que le pouvoir réel reste aux mains de l'armée. On a un président de façade, quoique Bouteflika, je pense, a quand même pu faire plusieurs étapes que ne franchira jamais Tebboune, parce qu'il n'a pas le charisme, il n'a pas aussi les méthodes, je dirais, machiavéliques de Bouteflika. Il est venu en tant que parachuté en direct par Gaël Salah al-Mouradia, donc il connaît très bien ses limites. Et qu'est-ce qu'il nous fait miroiter? Il dit que voilà, moi maintenant, je vais lancer de grands projets, ça sera l'Algérie nouvelle, mais ça, c'est du remake, on l'a déjà vu. C'est ce que disait Bouteflika. C'est toujours la même équation. On profite d'une embellie des prix du pétrole pour lancer soi-disant de grands chantiers qui vont tôt ou tard entraîner des problèmes de gestion déloyale, des détournements de fonds, parce que l'argent aux mains de militaires, parce que n'oublions pas que Tebboune est allé encore plus loin avec le décret qui a été fait en juillet, où maintenant les militaires vont gérer l'argent, les sociétés, les administrations, et quand un haut gradé touche à de l'argent, tôt ou tard, on aura d'autres scandales du type Haddad et du type ceux qui sont passés. Et ce que maintenant, donc, tout montre objectivement que l'on a une Isaba bis qui est encore une pâle copie de celle de Bouteflika. Parce que, alors je vous passerai, je ne vais pas ressasser ce que vous connaissez tous, les chiffres complètement donc farfelus que lance Tebboune de temps et d'autre, soit le PIB, soit le taux de change du dollar avec le dinar, etc. Et tout ceci, alors pour revenir à ta question, tout ceci montre en fait que ce qui va faire ressortir encore le Hirak sous une forme peut-être différente ou avec d'autres moyens d'action, mais toujours dans le cadre de la non-violence, c'est cette dérive de ce pouvoir qui n'a pas changé. Il reste sur les mêmes modes de fonctionnement et les mêmes raisons aboutiront nécessairement aux mêmes effets à court terme. C'est même pas dans 10 ans, moi je le vois venir très vite. Parce qu'il y a la biologie, Tebboune a presque 80 ans, donc on ne sait pas, il va terminer son mandat ou pas, que la même chose pour les grands chefs de l'armée, c'est le même discours qui est ressassé, on va faire Rarj Bilat, on va faire de nouvelles lignes ferroviaires, on va, et à un moment donné, il suffit qu'il y ait un petit problème au niveau des ressources pétrolières pour qu'on se rende compte que ça ne fonctionne pas, pour qu'on se rende compte que le marché de tel et un tel avait en fait de nouveaux Haddad et de nouveaux Ammar Ghoul et je ne sais qui, parce que le mode de fonctionnement est le même. Et pour résumer, ce qui va relancer le Hirak, c'est exactement la même chose qui s'est passé à Bouteflika. C'est ce pouvoir qui est la cause, qui en fait, qui donnera toutes les raisons aux Algériens qui veulent du bien à leur pays, à bouger à un moment donné. Parce que maintenant, on est toujours dans l'effet d'annonce et les gens pensent, oui, Tebboune, cette fois, ça a changé. Mais ceux qui n'ont pas 20 ans en Algérie, ceux qui ont connu Bouteflika en 99, ça n'a rien à voir par rapport à Tebboune. Bouteflika en 99, il a réussi à berner la majorité des Algériens avec un discours similaire. Hein? Les Algériens se croyaient au nu. Moi, je me rappelle, j'avais des gens de ma famille qui disaient les premières années, c'était un niveau beaucoup plus élevé que Tebboune. Tebboune, c'est un mauvais apprenti de Bouteflika. Et il va se rendre compte avec les mêmes choses parce que c'est toujours le même bricolage et c'est toujours les mêmes questions de fond qui sont en Algérie, la même mise des militaires sur la décision politique. On fait tout, enfin c'est-à-dire ce pouvoir, il fait tout ce qui est concevable ou inconcevable pour éloigner tout ce qui est intelligence, tout ce qui est
euh, patriotisme. N'importe quel Algérien sincère maintenant, soit reste à l'écart, soit il quitte le pays. Il ne peut pas s'engager avec une mafia politico-militaire qui est encore au pouvoir et qui, en fait, dégrade la situation de jour en jour. Juste hier, on regarde, enfin, juste, et je vais finir sur ça, pour montrer un petit peu l'image de se dégrader ce pouvoir. Le retour de Tebboune dans un avion en Algérie est présenté comme un exploit. Et on montre l'avion présidentiel escorté par des avions de chasse et dire ah, avec la glorieuse ANP qui escorte le président. Donc le retour de Tebboune en Algérie est un événement maintenant. Voilà le charlatanisme où il vient et qui montre la décadence. Et je pense encore une fois que le retour de Hirak, sa nécessité, c'est la décadence d'un pouvoir qui est complètement à la dérive. Merci, Morad, pour cette question, la réponse à cette question. Alors, Youssef, Tebboune, pas le copie de Bouteflika. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais surtout, et moi j'ai envie de te poser la question, je te la pose à toi principalement parce que je sais que tu étais impliqué dans pas mal d'actions pendant le Hirak et jusqu'à maintenant. Est-ce que tu ne penses pas que le Hirak doit se remettre en question aujourd'hui? Alors, le Hirak a commencé à se remettre en question dès le début. Donc, on se souvient tous des réunions que nous avions faites ensemble, qui étaient présentes certaines. On se posait des questions sur, par exemple, certains slogans, certains. Bien sûr, il y avait toujours ce qu'on appelle. On s'est trompé beaucoup sur certaines notions. Par exemple, quand on vient à la notion de slogan, un slogan, c'est une caricature. Il faut bien comprendre qu'un slogan, c'est un condensé de sens, bref, qui est fait pour interpeller, pour, en quelque sorte, c'est comme un panneau publicitaire, pour interpeller. Et c'est souvent, dans les révolutions, c'est souvent le dernier recours de la liberté d'expression pour interpeller une situation et pour dire attention, là on va vers quelque chose qui peut être grave. Prenons le cas du Tenhaouga. Par exemple, c'est un slogan qui a été débattu longuement à Paris. Quand on dit Tenhaouga, donc qu'ils dégagent tous, si on peut le traduire ainsi en français, quand on dit ils dégagent tous, ça ne veut pas dire qu'on va dégager toute une partie, toute une couche de la nation algérienne. Non. On parle de ceux qui ont vraiment, disons, mis l'Algérie dans une situation très dangereuse. Donc, les gens qui ont commis des crimes très graves, qu'ils partent. C'est déjà de leur dire de partir, c'est relativement non violent, parce qu'on ne leur demande pas d'être jugés sur place et sur leurs crimes. Et ce slogan-là, il a été détourné par, bien sûr, certaines officines qui étaient tout à fait dans leur rôle. Hein. Quand on est adversaire, il faut s'attendre à ces choses-là. Et on a eu des débats assez longs jusqu'à 2 heures du matin. Tu te rappelles? Des débats virulents, même. Certains assez chauds. Donc, je dirais, voilà un exemple, par exemple. Un exemple qui dit qu'il y a eu des remises en question au cours même de la révolution du Hirak. Donc, dès le départ, on s'est dit, voilà, il y a des gens qui disaient, par exemple, Ibn Hawga, ça ne serve pas les buts du Hirak. Mais moi, je suis convaincu que parce que, comme je disais au début, la définition même d'un slogan, c'est une caricature. Mais c'est aux politiciens et surtout aux jeunes engagés de traduire des slogans en actes politiques. Donc, quand on le traduit politiquement, ça veut dire reviennent à ces obligations constitutionnelles qui sont la défense du territoire national et de ne plus se mêler de la politique. Mais cependant, concrètement, comme tu dis là, on doit arriver à quelque chose. Ce que je disais au début, c'est que nous allons, puisque les détenteurs du pouvoir, c'est bien l'armée et les services, bien sûr, tout ce qui est autour de l'état-major de l'armée. Donc, tôt ou tard,
on doit négocier entre eux et des représentants peut-être du Hirak. Pour l'instant, à un moment, on nous a aussi reproché, donc vous étiez plusieurs d'entre vous, vous étiez témoins, pourquoi on n'a pas fait de représentation du Hirak? Pourquoi on n'a pas pu, en 2019, faire sortir une élite qui pourrait négocier avec le régime militaire? Donc ces questions-là ont été débattues des dizaines et des dizaines de fois. Mais je vous rappelle le contexte. On ne peut pas parler juste sur des principes si on ne se remet pas au contexte. En 2019, les Algériens commençaient à peine à se parler entre eux. En 2019, on avait des gens pour lesquels on avait une certaine confiance. Il s'est avéré qu'on s'est trompé. Donc, ce temps-là qui est passé, c'est un temps de mûrissement. C'est vrai qu'il y a eu des choses exogènes au Hirak. Donc, comme disait Mourad, la pandémie du Covid avait quand même, on avait soit le choix entre la peste et le choléra, donc c'est le cas de le dire. À ce moment-là, on avait soit la responsabilité de pousser encore et d'encourager les manifestations millionnaires au pays, mais tout en prenant la responsabilité sanitaire qui était à ce moment-là inconnue de tous. Ceux qui nous disent maintenant, c'est de votre faute que vous avez appelé à arrêter le Hirak. Moi, je l'assume, j'ai appelé parce qu'à ce moment-là, personne ne savait à quoi on avait affaire. Personne ne le savait. Donc, nous portons cette responsabilité. C'est vrai que certains d'entre nous, ici même présents, nous portons cette responsabilité. Cependant, c'est une responsabilité légitime. Si on a fait des erreurs, moi en premier, c'était des erreurs légitimes. Ce n'étaient pas des erreurs calculées sur des intérêts restreints ou des intérêts personnels. Donc, quand on appelle la population à ne plus sortir pour éviter que la pandémie se répande dans tout le pays, je crois qu'on a pris certaines responsabilités. Hélas, cette pandémie a duré pendant longtemps. Bien sûr, pendant ce temps-là, il y a eu une opportunité au régime d'aller tout simplement chercher les activistes. Et c'est à ce moment-là que le nombre de détenus d'opinion et de personnes de famille harcelées a explosé. Donc, vous vous rappelez, à ce moment-là, les gens se faisaient arrêter, se faisaient attraper très facilement parce qu'on savait où les trouver. Donc voilà, quand on dit est-ce qu'on peut se remettre en cause, on se remettait en cause et je vous assure qu'on se remet en cause tous les jours. Tous les jours, lors de réunions, on en fait des réunions, et il y a des débats, des fois difficiles, parce que le Hirak a fait que plusieurs sensibilités politiques riches de l'Algérie sont réunies pour parler de l'avenir du pays. Donc, quand on est, admettons, quand on est laïque, et puis dans le même groupe, il y a des gens qui tiennent à certaines traditions, par exemple, du pays, et qui défendent tel ou tel droit ou non-droit, malheureusement, il y a des discussions qui peuvent toujours dans la fraternité. Ça, honnêtement, c'est vraiment un des acquis du Hirak. Donc, on a commencé à débattre, on a commencé à débattre d'une façon politique, d'une façon bienveillante. Et sachez que 5 ans, c'est pas, dans l'histoire, c'est vraiment une goutte de temps. C'est pas grand-chose. Donc, on est passé par des moments de crise, de faiblesse, pour disons, des raisons essentiellement externes. Mais les causes même, comme disait Mourad, les causes même des Hirak, malheureusement, sont toujours là. C'est-à-dire que, ce que je n'espère pas, j'espère que le pétrole va augmenter jusqu'à 400 dollars au baril, parce que c'est dans l'intérêt du pays. Mais malheureusement et paradoxalement, c'est ce qui va encore donner les moyens à ce que la situation, à ce que le statu quo reste au pays. Mais ce que nous souhaitons, je pense même le régime, nous souhaitons que l'Algérie devienne un pays moderne, riche, mais que cette richesse puisse créer de la justice sociale, créer une certaine citoyenneté. C'est avec la citoyenneté et la liberté qu'on pourra construire. Donc, les raisons du Hirak sont toujours là, les graines du Hirak sont toujours là. Nous sommes en train de passer un moment difficile qui est exogène au Hirak, c'est-à-dire une pandémie
une guerre qui touche plusieurs pays. Donc, quand même, ce qui s'est passé en Ukraine a donné encore c'est-à-dire la visibilité même du Hirak n'est plus internationale, n'est plus comme avant, parce qu'il y a des événements extérieurs qui ont fait que les gens regardent ailleurs maintenant. Et bien sûr, Gaza, je dirais pas que c'est, pour moi, c'est une excellente nouvelle que le peuple palestinien puisse reprendre et faire éloigner. Sachez qu'à quelques jours, moi-même, j'ai lu qu'il y avait un risque que la question palestinienne soit complètement éloignée de l'échiquier international, car un grand royaume allait signer avec l'État sioniste. Et ils étaient dans l'obligation de faire quelque chose. Et je salue cette page de l'histoire internationale qui est vraiment admirable et que nous, Algériennes et Algériens, on devrait s'en inspirer. Merci, Youssef. Alors, Ménad, Youssef vient d'ouvrir, sans le faire exprès, la deuxième phase du sujet, les défis géostratégiques et sécuritaires de l'Algérie. D'après toi, quels sont les principaux défis auxquels l'Algérie est soumise, des défis sécuritaires auxquels l'Algérie est soumise aujourd'hui? Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne suis pas un géostratège, donc je dois certainement occulter des choses qui m'échappent. Mais avant de répondre à ça, j'aimerais quand même rebondir sur ce qu'a dit Youssef en parlant de négociation. Vous savez, je n'invente rien en disant que pour négocier, il faut avoir des atouts, il faut avoir un certain rapport de force que nous n'avons pas. Et je vais vous raconter une anecdote auquel j'ai été confronté moi-même et qui montre comment ce pouvoir réagit lorsqu'on lui dit, écoutez, le shaitan, ça suffit. Pourquoi on ne s'assied pas avec vous? On va vous dédouaner de tous vos méfaits, de tous vos crimes, de vos vols, etc. Et c'était une réunion à laquelle M. Aïd Ahmed, à l'époque, paix à son âme, avait convié 6 ou 7 généraux, à l'époque, qui représentaient pratiquement l'état-major de l'armée. On ne va pas citer leur nom, de toute façon, tout le monde les connaît. Et il leur avait tenu ce discours. Il leur a dit, écoutez, tôt ou tard, ça va exploser, tôt ou tard, le peuple va se soulever et vous allez être emportés par cette vague de révolte, si j'ose dire, et il faudra éviter justement que cette révolte soit sanguinaire, soit une révolte de la vengeance, etc. Donc, essayons de nous asseoir et voir comment on peut comment dirais-je, vous apporter du réconfort contre votre avenir. Vous savez la réponse, quelle a été la réponse des généraux? Eh, c'est le Hussein. Une fois qu'on n'aura pas le pouvoir, quelle garantie nous aurons justement d'être sauvegardés dans nos intérêts, dans notre intégrité physique, etc. Et leur idée, c'est de garder le pouvoir à tout prix, parce que pour eux, c'est la seule garantie qu'ils ont. Donc, je suis désolé, peut-être que ce n'est pas juste ce que je dis, mais ces gens-là, ils n'ont que ce type de langage. Nous avons le pouvoir. Pourquoi voulez-vous qu'on le partage avec vous ou à la limite, pourquoi voulez-vous qu'on vous le donne une fois que ce pouvoir aura fui de nos mains? Je suis désolé, mais on ne vaudra plus rien. Ils le savent. Parce que les méfaits qu'ils ont commis sont tellement énormes que personne, aucun ne pourra leur donner une quelconque garantie sur leur avenir. Donc, il faut établir un rapport de force. C'est ça le Hirak. Le Hirak, il faudra le repenser, il faudra trouver des pistes. Tu as parlé tout à l'heure de pistes, et il y en a beaucoup. Moi-même, j'en parle, ça ne veut pas dire que je détiens la vérité. Mais c'est pour ça que lorsqu'on revient aux enjeux géostratégiques, ils sont là, ils nous font face, ils sont là, ils sont quotidiens, mais pour cela, il faudra un pouvoir qui soit donc responsable, il faudra que ce pays soit gouverné
pour faire face justement à tous ces enjeux géostratégiques. Ce n'est pas simplement en matière de sécurité nationale, parce que en matière de sécurité nationale, de toute façon, qu'il y a l'armée, demain ils vont nous montrer tout l'arsenal qu'ils ont. Nous savons tous que c'est un arsenal qui n'aura aucune valeur, quelle qu'elle soit, et ça eux-mêmes le savent, hein, eux-mêmes le savent. Et par conséquent, c'est ça, c'est notre enjeu à nous pour justement sauvegarder l'Algérie. C'est établir au moins un semblant de rapport de force pour leur montrer que c'est une véritable fuite en avant. Vous savez ce que disait même Aït Ahmed, à son âme, sans vouloir le magnifier, parce que ce n'est pas mon rôle, mais il disait qu'il avait peur qu'un jour, on se réveille, on ne trouve plus personne de ce pouvoir, ils auront tous pris leur avion à partir de Boufarik ou de je ne sais pas où, et ils se seront envolés. Parce qu'un général, il avait dit, à la limite, c'est-à-dire que c'est ça leur politique. Politique, c'est même s'ils doivent partir un jour, ils vont semer le chaos. Et c'est dans le chaos que seront oubliés tout ce qu'ils auront commis comme méfait. Donc, moi, c'est un peu je suis partagé. Les enjeux géostratégiques n'apparaîtront réellement que lorsqu'on aura un véritable pouvoir responsable en Algérie, qui puisse faire d'abord appel à de grosses compétences, et elles existent en Algérie. Il y a beaucoup de voix qui se taisent, mais qui peuvent tellement apporter à ce pays, qui ont des compétences, comment dirais-je, remarquables. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Le Hirak va nous libérer l'Algérie, et c'est à ce moment-là, comme disait Mourad, c'est à ce moment-là qu'on va réfléchir à tout ce qui est ingénierie politique, quelle sorte d'avenir on prévoit pour ce pays. Mais en tout cas, j'espère un avenir où tout le monde aura son mot à dire, où tout le monde aura sa place, comme aujourd'hui, cette conférence où l'on voit différentes sensibilités, différentes tendances. Je ne sais même pas s'il existe des tendances, mais c'est l'Algérie qui nous rassemble. Voilà. Merci pour ton intervention. Euh, Mourad, le Maroc, la Libye, le Mali, on ne peut pas nier qu'il existe quand même des tensions sécuritaires au niveau de nos frontières. Il ne faut pas nier ni minimiser ces problèmes et ces risques. Le problème qui se pose, c'est que l'Algérie a le potentiel d'être une véritable puissance régionale. Elle a la surface, elle a la population, elle a une histoire, elle a des ressources. Et malheureusement, les pouvoirs le pouvoir, parce qu'il est en fait dans sa forme, il n'a pas changé depuis l'indépendance ou même quelque temps avant, il ne peut pas être le vecteur qui va matérialiser cette aspiration et cette ambition pour l'Algérie. Qu'il y ait des menaces, c'est clair. Tous les pays du monde, tous les pays du monde sont menacés, que ce soit des intérêts économiques, territoriaux, des intérêts stratégiques, etc. Bien sûr, ça peut être plus pour un pays qu'un autre, et c'est pour ça que tous les pays qui se respectent ont des armées, ont des services de renseignement, mais le problème avec nous, c'est qu'on a une armée et des services de renseignement qui passent, et c'est là où ça fait peur, qui, au lieu de passer la plupart de leurs ressources, ou je dirais l'entier de leurs ressources, de leurs efforts, à essayer de prévoir ces dangers extérieurs, ces dangers d'infiltration, de destruction de l'économie nationale, d'atteinte à la souveraineté, passent le plus de leur temps à espionner leurs citoyens, à leur courir après, à faire des efforts immenses pour museler la population. Et les efforts ne sont pas, et les moyens ne sont pas infinis. C'est-à-dire que tous les efforts qu'ils sont en train de mettre pour voir
est-ce que Hadal Mouarad a écrit sur Facebook, est-ce qu'il a dit sur Tebboune, il faut aller l'arrêter, il faut aller le juger, il faut ta. Tout ça, c'est des ressources qui sont en moins pour le travail qui doit être nécessaire. Et je pense que, bien sûr, l'Algérie a des puissances qui lui en veulent. Notre histoire le démontre. On a été envahi, on a été colonisé pendant presque un siècle et demi. Donc, on est certainement euh, vu par certains comme un pays qui doit être muselé, qui doit être exploité si possible. Et il y a des dangers, vous en avez cité, ils sont là, ils sont clairs et nets. Moi, je ne peux pas être rassuré quand je vois que l'entité sioniste prend pied à l'ouest de l'Algérie. C'est un danger manifeste que tout Algérien ne peut accepter et qu'il doit effectivement penser d'une façon cohérente et concrète comment y faire face, parce qu'on sait qu'il y a des enjeux dans toute la région et que l'Algérie peut effectivement peser pour la paix régionale, pour la paix dans toute la Méditerranée, mais sur la base de la justice, de l'équité, du droit international, ce qui, Ghazal le montre aujourd'hui, est devenu malheureusement une chimère qui est quotidiennement donc mise à mal par ce qu'on appelle l'Occident, par les vassaux de l'Occident que sont la plupart, peut-être tous, les pays arabes, enfin les pays arabes, les pouvoirs dans les pays arabes. Donc il y a un danger pour la sécurité de l'Algérie. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que, en fait, ce qui rajoute à ce danger, et ça, c'est ce que je veux dire, c'est des choses quantitatives. Quand on nous dit, Tebboune et la Shangriha nous dit, l'ANP, c'est le garant de la souveraineté, moi, d'accord, je vais dire, je vais y croire. Mais c'est quoi l'ANP? In fine, c'est quoi? C'est bien sûr des moyens militaires, mais c'est surtout des hommes et des femmes, des hommes exclusivement peut-être dans l'armée. Et ceux-là, c'est des généraux. Et quand le pouvoir lui-même vous présente chaque mois, ou peut-être des fois beaucoup plus, dans un timing beaucoup plus rapproché, le responsable d'un service de sécurité qui nous est présenté comme un voleur, comme un vendu et comme un espion. Alors, c'est de quelle armée qu'on parle qui protège l'Algérie? Le dernier en date, le général qui était chef de la DGSN, on nous dit que c'est un voleur et qu'il est travaillé comme espion pour les Français. Qu'est-ce qui me garantit aujourd'hui, en tant que citoyen, que les autres généraux, peut-être pas tous, mais il doit y en avoir, ne sont pas du même calibre? Enfin, calibre, peut-être, c'est un jeu de mots, mais qu'ils ne sont pas eux aussi des voleurs et des vendus. Et moi, en tant que citoyen algérien qui est jaloux de la souveraineté de son pays, je me dis qu'en fait, un de ces grands généraux algériens peut s'acheter. Et connaissant les moyens qu'ont ces grands pays pour détruire justement des pays comme l'Algérie, je me fais du souci. Et tout ceci revient à quoi? Parce qu'on n'a pas un État civil. Parce que ces généraux se croient tout permis et qu'il n'y a pas d'autorité qui les surveille. Tant qu'un quelqu'un qui a une telle responsabilité n'est pas sous la surveillance de structures légitimes, eh ben, tout humain peut être acheté, peut faire des erreurs, mais je rappellerai encore une fois que nous avons plus de 50 généraux-majors, le chef de la gendarmerie, je ne parle plus des chefs du DRS et des services et des CSA et entre eux, et le chef de la DGSN. Moi, je ne connais aucun pays qui se respecte, qui a une telle saignée, qui osera dire que l'ANP est le garant de la souveraineté. Moi, je pense que l'ANP, sous cet angle-là, est malheureusement un danger pour la souveraineté nationale. Merci, Morad, pour ton intervention. Youssef, l'axe Rabat-Tel Aviv, est-ce que, enfin, pourrait-il y avoir un impact sur la sécurité en Algérie et sur la stabilité régionale? Oui, malheureusement, donc, comme vient de l'évoquer Morad, c'est que
avoir un frère, donc un pays frère, qui a établi des relations avec l'État sioniste, et avec ce que nous voyons à Gaza et en Palestine en général, maintenant au Liban aussi. Donc on doit se poser des questions. C'est tout à fait normal d'être inquiet, de voir qu'un État expansionniste et colonialiste, alors que l'Algérie, même les fondements de la nation algérienne, est un fondement anticolonial. C'est une très grande déception et un immense problème par rapport à la fraternité maghrébine en général. Donc, nous ne pouvons pas aussi... il faut vraiment distinguer le régime marocain du peuple marocain. Nous voyons des manifestations monstres à Rabat et ailleurs qui demandent la dissolution de l'accord entre le Maroc, enfin le régime marocain et l'État sioniste. Donc ce sont des manifestations de centaines de milliers de personnes, de Marocaines et de Marocains. Donc voilà des citoyennes et citoyens qui sont contre ce qui a été pour moi un crime contre les principes même de notre avenir commun en tant que frères. Donc le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, la Libye. Notre destin commun est en Afrique du Nord. Donc on ne peut pas déménager ailleurs. Ce qui se passe au Maroc est en même temps inquiétant, mais aussi qui donne de l'espoir. Parce que quand on voit ces manifestations, j'espère que tôt ou tard, cette erreur sera corrigée. J'espère que le peuple marocain reprendra les rênes du pouvoir pour justement donc mettre fin à cette atteinte à la souveraineté du Grand Maghreb. Donc c'est une menace à la souveraineté pas seulement du Maroc, de l'Algérie, c'est de toute la région. Donc pour nous, ce que nous souhaitons aussi pour nos frères marocains, c'est qu'on devienne de vrais citoyens, qu'il y ait une citoyenneté, qu'on ne puisse pas prendre des décisions comme ça, derrière les rideaux, pour des intérêts très restreints de certains clans du pouvoir au Maroc. Donc, pour nous, bien sûr, on doit s'inquiéter. En tant qu'Algériens, on doit s'inquiéter avec la présence d'un tel danger sur nos frontières. Cependant, ce n'est pas une raison de museler le peuple algérien. Parce que ce que nous voyons dans tous les jeux géostratégiques que nous voyons actuellement, prenons que 3 exemples. Ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Dans quelques jours, il y aura des élections présidentielles. Le monde est en train de retenir son souffle. Est-ce que la politique étrangère géostratégique émane simplement de calcul de certaines personnes dans le pouvoir, ou c'est bien la politique intérieure qui commande l'extérieur? Nous voyons ce qu'est en train de faire le président Macron au Maroc. Alors qu'il y a quelques années de cela, il était beaucoup plus proche sur la vision beaucoup plus proche de l'Algérie, disons comme ça, du régime algérien. Donc ces changements-là sont issus essentiellement de la politique intérieure. C'est la politique intérieure qui influence. Nous allons prendre un autre exemple. Vous vous rappelez, il y a eu des présidentielles en Turquie. Pourquoi, soudain, on s'intéresse, le monde entier s'intéressait à la Turquie? Alors que je me rappelle quand la Turquie, moi j'ai fait du commerce avec la Turquie, quand la Turquie était une dictature militaire justement, personne ne prenait compte de ce qui se passait à l'intérieur de la Turquie. Maintenant, dès qu'il y a des présidentielles en Turquie, il y a plusieurs pays, voire la moitié du monde, qui regardent, et dans tous les médias du monde, on en parle. Voilà pourquoi on revient à ce que disaient les slogans du Hirak. Dawla madaniya mashi askariya, un état de droit. C'est pour que la puissance d'un pays puisse se construire de l'intérieur d'abord. C'est pas avec une armée qui a perdu sa foi dans sa nation
qui pourrait faire face à des mercenaires de Wagner, à des mercenaires maliens, ou même à une menace sioniste sur notre frontière ouest, et puis une autre menace sur la frontière libyenne. Donc, quand vous avez des soldats qui sont mal nourris, qui sont maltraités, qui sont insultés, est-ce qu'au moment où les balles vont siffler, est-ce que ce soldat-là, il va défendre son général, son capitaine, que la veille avait soit frappé ou qui avait reçu des insultes? Vous voyez, c'est pour ça que ce que nous voyons, l'autre exemple magnifique, ce que nous voyons dans le petit camp de concentration qui s'appelle Raza, quand les gens qui gèrent cette partie, c'est même pas un pays, Raza, c'est même pas un pays. Quand vous avez élu des gens, du peuple même, qui gèrent un territoire encerclé, assiégé ou menacé, où toutes les 2-3 années, il y a des bombardements dessus, ils sont arrivés à préparer un coup pour sauver leur souveraineté et leur avenir. Parce que ce qui s'est passé le 7 octobre, comme je disais au début, c'était qu'un peuple a décidé que si le monde entier avait décidé de mettre de côté la question palestinienne, les Palestiniens ont dit stop. On dit stop. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des gens, des hommes et des femmes, qui avaient décidé de prendre en compte et de prendre dans leurs mains, dans leur responsabilité historique, l'avenir de leur pays. Voilà une poignée de personnes, ils sont peut-être 20 000 soldats, qui tiennent tête à une armada, à l'une des meilleures armées du monde, soutenues par les plus grandes armées du monde. Comment expliquer ce miracle? Ce miracle ne peut être expliqué qu'avec la révolution algérienne, quand 1200 personnes, le 1er novembre, ont décidé de se débarrasser du colonialisme français. 1200 personnes. Ce n'était pas les 9 millions d'Algériens. Ce n'était pas 1 million. C'était 1200. Donc voilà nous sommes en train de vivre un virage de l'histoire mondiale qui se situe sur 360 km². Et pareil pour le 1er novembre, ce qui s'est passé en Algérie. J'espère que voilà, on va repartir sur de bonnes bases dans un état de droit qui va rendre de la dignité à la citoyenneté algérienne. À partir du moment où les citoyens et citoyens algériens vivent leur pays, vivent leur citoyenneté, on aura toujours besoin d'une armée entraînée et tout. Mais quand vous avez un peuple complètement en fusion avec son pays, vous n'aurez jamais peur d'un étranger ou de que ce soit la menace. Merci, Youssef. Alors, cette conférence touche à sa fin. Je voudrais, alors très rapidement, parce que le temps nous est compté, en conclusion, Ménade, quelles sont, à ton avis, les priorités immédiates pour l'Algérie pour 2024 et 2025? On arrive à la fin de 2024, donc 2025, afin de naviguer dans le contexte géopolitique qui est aujourd'hui incertain, hein, évidemment, tout en assurant sa sécurité et son développement. Tu sais, Wanis, comme l'a dit Mourad et Youssef, je crois, la principale menace sur l'Algérie, c'est ce pouvoir qui tient fermement les rênes de toutes les décisions qui se prennent dans notre pays. Et lorsqu'on nous dit c'est un pays qui a des ressources, etc. Justement, c'est parce que ce pays a des ressources qu'il est menacé, pas menacé, mais il est convoité. En fait, l'Algérie est un pays convoité. Moi, je peux vous assurer d'une chose, c'est que j'ai beaucoup d'amis dans les ministères, dont certains sont en retraite, qu'on a rappelés comme conseillers parce qu'ils n'ont plus de gens pour faire fonctionner le ministère, en tout cas le peu qui fonctionne, parce que beaucoup de ministères ne travaillent pas, hein. Il faut que vous le sachiez. Eh bien, par exemple, le ministère de l'Industrie, il y a aujourd'hui des concessions minières qui sont données à tour de bras pour les Australiens, pour les Canadiens, pour les Chinois, pour les Russes, pour les Français. Hein. Les Français, on le sait, Total avec son gaz de schiste, toutes les ressources en hydrocarbures non conventionnels, par exemple, autres que le gaz de schiste à ExxonMobil. C'est effarant, c'est une vente concomitante
qui s'opère en Algérie, concomitante parce qu'elle assure la sécurité du pouvoir, et rien d'autre. Et donc, quelque part, toutes ces grandes puissances qui lorgnent du côté de l'Algérie veulent d'abord une Algérie faible, mais une Algérie qui n'est pas complètement à terre, parce que ça leur permet de continuer à exploiter toutes nos ressources, y compris aujourd'hui même l'agriculture. Vous vous rendez compte, c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup. Je n'arrive pas à comprendre qu'on fasse appel aux Émiratis, à des Qataris, à des Saoudiens, je ne sais pas encore quel autre pays, pour venir mettre comment dirais-je, en exploitation tout ce qu'on a comme richesse agricole. Moi, ça, j'arrive pas à le comprendre. Donc, pour nous, l'essentiel, notre futur immédiat, puisque tu parles de futur immédiat, c'est d'essayer de construire une sorte de front, vraiment de front au niveau d'abord de la diaspora, parce qu'on a une responsabilité importante, puisqu'on peut en parler, on peut parler d'une façon plus ou moins libre, même si on est menacé ici et là, mais bon, c'est le prix à payer. Mais en même temps, cette diaspora doit vraiment s'organiser pour être la voix à l'extérieur de l'Algérie, comme elle l'a été pendant la Révolution, et dénoncer donc les dérives de ce pouvoir pour qu'effectivement il y ait une sorte de game changer, comme disent les Anglais, pour que quelque part on commence à gêner, ne serait-ce qu'à gêner ce pouvoir. C'est dommage qu'on n'a pas le temps de parler de toutes les pistes auxquelles moi je pense, mais elles sont nombreuses et elles sont peut-être de petites pistes, mais elles peuvent apporter une sorte de questionnement au niveau de ce pouvoir, se dire attendez, ce qu'ils sont en train de faire ces gens-là, c'est pas innocent et faire bouger ne serait-ce qu'un poil de la moustache de Tebboune. Donc c'est ce qu'on doit essayer de faire et d'une manière réfléchie, d'une manière ordonnée, d'une manière responsable et qu'on écarte tous les égaux auxquels on a pu assister depuis les Hirak à ce jour. Et bon, on disait bien seul héros le peuple, mais il doit y avoir des héros justement pour mener toute une sorte d'action au niveau de ce front-là. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être dans la réaction, mais d'être dans l'action. Et ça, c'est ça mon message. Et encore une fois, les pistes sont nombreuses. Merci. Morad, en conclusion, Conclusion de quoi? alors, je vais te répondre. La conclusion, toujours sur la généralité, mais principalement sur le dernier sujet, la géopolitique. Euh, quels sont nos intérêts à défendre et quel est l'objectif qui serait le meilleur, en tout cas, pour nous, pour sauvegarder cet intérêt et nos valeurs. Moi, je pense que la situation actuelle est assez compliquée. L'environnement international, ce qui se passe à Gaza, euh, donc laisse beaucoup de gens, beaucoup de nos citoyens, enfin, dans toute la région, dans une situation perplexe. Les gens sont beaucoup plus prudents, ce qui est bien. On sent on est proche d'un virage important dans toutes les relations internationales. On voit qu'il y a des choses à revoir. On sait maintenant que nous, peuple du Sud et surtout peuple de cette région, on est sous un double joug, le joug de pouvoir illégitime et le joug de puissance occidentale qui en fait nous démontre jour et nuit que le droit, la justice, l'ambition ou plutôt la volonté de vivre libre et indépendant dans nos pays est en fait une façon de nous tromper. L'Occident dit clairement que ce qui compte, c'est l'homme blanc de l'Europe, de l'Occident, le reste ne compte pas. Donc, c'est vrai que ceci doit nous faire réfléchir d'une façon fondamentale que les droits, il faut les arracher.
Alors, quand je dis arracher, ce n'est pas une injonction à la violence, bien au contraire, parce que je pense que c'est ce qu'on essaie de nous mener. Et puis, on voit les expériences, on a parlé de ce qui se passe dans les pays limitrophes de l'Algérie. Le Hirak, c'est pour ça il reste un, un atout considérable pour le peuple algérien. L'Algérie reste malgré tout un pays qui qui a un avenir, qui a une ambition, qui a des moyens. Et je dirais même, pour être, peut-être que certains vont dire bah, que ça vient d'un opposant, je dirais même que la nature de la perversité du pouvoir que l'on a, comparée à d'autres situations, est moins grave. On a des perspectives de changement. Si je pense à d'autres situations, les choses ne sont pas tout aussi limpides ou claires. Hein. Aujourd'hui, je suis algérien et je ne suis pas saoudien, par exemple. Parce que là, la situation est tout à fait autre. Là, on a des perspectives, on a même un pouvoir, qu'il le veuille ou pas, qui reste dans certaines limites. Hein. Parfois dans le folklore, hein, on voit que Tebboune, Palestine, Dalima ou Madlouma, mais encore faut-il le dire que je préfère ceci à être sous un autre pouvoir qui est là dans la logique de tatbir, de l'aplaventrisme, ou bien même qui font des déclarations nuit et jour pour applaudir à chaque fois que des résistants de Gaza sont tués. Nous n'en sommes pas là en Algérie, donc ça c'est important pour redonner espoir aux Algériens. C'est-à-dire que la pente que l'on doit remonter en Algérie par rapport à d'autres, elle est accessible. Elle est accessible, mais on a une déviance. On a aussi, il faut aussi être aussi honnête dans notre analyse. On a une grande partie des gens au sein de ce pouvoir, peut-être pas le noyau central, et je reviens là à ce que disait Youssef, le terme Yitnahaouga, il doit être bien peaufiné, bien analysé. Il y a une grande partie même de gens qui sont dans ce pouvoir qui croient en des chimères, hein, que l'on a une très grande armée. Il faut faire attention parce que Saddam Hussein avait aussi la quatrième armée du monde. Et moi, je ne souhaite pas à mon pays d'être envahi ou de même être mis en difficulté ou même euh, agressé par d'autres. Non, je ne m'en réjouirai pas du tout. Et je ne le souhaite pas à mon peuple, même avec l'armée qu'on a aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir construire sur ce qu'on a des acquis. C'est pour ça que je dis que le Irak est réaliste. Il y a des choses réalisables, ce ne sont pas des choses extraordinaires. Le Hirak est aussi souverain. Je ne connais aucun Hirakiste parmi tous, enfin, quand je dis Hirakiste, c'est des gens, des Algériens, euh, sur lequel j'ai des doutes sur sa loyauté envers son pays. Et c'est ce régime corrompu, dont la corruption est reconnue par lui-même, qui, lui, a trempé dans le soudoiement, dans l'asservissement à des services étrangers. Et c'est pour ça qu'il a essayé de faire croire à certains que parmi le Hirak, on a des terroristes, on a des vendus à Israël, on a des vendus au Maroc, on a des vendus au Qatar ou je ne sais quoi. Les jours ont montré et les évidences ont montré qu'il n'y a rien. Même ceux qu'on a arrêtés en Algérie, on les a arrêtés pourquoi? On les a jugés à des peines injustifiables pour des choses vraiment qui font rire. Et là, je profite aujourd'hui pour saluer certains de nos frères qui sont encore emprisonnés. Je viens juste d'apprendre aujourd'hui, par exemple, que l'un d'eux, Rona Mustafa Pera, est entré dans une grève de la faim parce qu'il reste l'un de ceux qui ont été le plus lourdement condamnés. Et même on entrave à ce qu'on appelle ce qui reste de justice, on ne veut même pas lui cumuler les peines qu'il a eues. On le fait traîner. Et d'autres, on a beaucoup de nos frères qui sont encore, nos sœurs qui sont encore emprisonnés parce que ce pouvoir, disons, bâtit sa prééminence sur le fait de faire peur. Il ne donne aucun espoir à ses Algériens. Et c'est pour ça que pour moi, Inch'Allah, cet environnement international, Gaza même, que les gens voient comme étant un désastre, moi je le vois comme un renouveau dans la région. Si les
le mutabbi'in al-arab, hein, les adeptes et les vassaux d'Israël et de ses soutiens, comme a dit Youssef, aller vendre et donner un chèque en blanc à cela, Gaza leur a tout faussé. Et si ces pays n'ont pas réussi à libérer les Palestiniens, je pense qu'en fait, ce sera Gaza qui va libérer le monde arabe. Merci beaucoup, Morad. Alors, Youssef, très rapidement, dernier mot pour la conclusion. Très rapidement, si on voulait vraiment une solution, un signe de bonne foi pour donner de l'espoir à toutes les Algériens que vous avez, c'est la libération de tous les détenus politiques et d'opinion. C'est quelque chose de simple et de facile à faire. Nous nous posons tous la question, pourquoi vous trouvez ça difficile à faire? Pourquoi ils trouvent ça difficile à faire? Alors qu'il y a autre chose. On pourrait tout à fait comprendre que ceux qui détiennent le pouvoir, les décisions, ce qu'on appelle les décisionnaires actuellement, qu'ils partent en paix. Et on aimerait bien que notre armée nationale populaire puisse avoir de jeunes cadres qui vont reprendre la main pour que notre armée ait du nouveau son et surtout une nouvelle vision moderne de ce que l'armée citoyenne, une armée citoyenne, comme je disais tout à l'heure, pour construire vraiment cette foi en les institutions démocratiques et un état de droit. Espérons que ce sera entendu. Et bien sûr, demain, c'est le 1er novembre. J'ose espérer que peut-être viendra encore une date historique et on libérera tous les détenus politiques et d'opinion. Merci beaucoup. Alors, cette conférence touche à sa fin. Je vous remercie, Monsieur Dina et enfin, Morad, Youssef et Ménad pour votre précieuse contribution. Merci à tous pour votre attention et à bientôt pour une prochaine conférence.